Donc vous êtes psychanalyste de formation philosophique et juridique, élève de Lacan. Après la dissolution de l'école freudienne, vous avez cofondé le mouvement du coup freudien en 83. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Les hommes politiques sur le divan en 95, Les errants de la chair sur l'hystérie masculine en 98, Choisir la psychanalyse en 2001, Les images, les mots, le corps, entretien avec Françoise Dolto en 2002, Stupeur et civilisation en 2002, il y a peut-être des erreurs de date. Stupeur dans la civilisation. Dans la civilisation. Dieu, l'amour et la psychanalyse en 2011. Donc vous faites vos études de philosophie à Ulm au moment... Ah bon, voilà, c'est faux. On m'a donné des faux tuyaux. 2-0. Ça fait rien. En tous les cas, dans la période où Althusser et... C'était cette époque-là. Voilà. Offre une possibilité de rencontre de ce qu'il y a de plus intéressant dans le moment. Lévi-Strauss, Foucault, Canguilhem, Lacan, Étienne font leur séminaire. C'est cette génération intellectuelle qui voulait faire éclater le côté archiviste, antiquaire des lieux de pensée. Le fait que Lacan ait rejoint le monde de la philosophie fait l'effet d'une bombe. D'autres modes de lecture vont intéresser les philosophes. Vous êtes l'ami de Françoise Dolto, avec qui vous partagez la préoccupation de transmettre la psychanalyse hors du cercle restreint des psychanalystes. Vous avez eu avec elle, pendant des années, un dialogue ininterrompu. Elle s'était déplacée avec son mari pour assister à votre séminaire Psychanalyse et judaïsme, ce qui était inédit à l'époque, de comparer les procédures talmudiques et psychanalytiques, de lecture et d'interprétation des textes. Vous aviez comme préoccupation commune que la psychanalyse soit vivante, les images, les mots, le corps et la trace d'un entretien que vous avez eu avec elle en 86 et dans lequel vous tentez de mettre en relief la rigueur de son travail clinique et théorique dans une période où on dit n'importe quoi au nom de Françoise Dolto. Dieu, l'amour et la psychanalyse est une lecture profane des 10 commandements. Vous vous livrez à une lecture athée des textes. Vous soutenez que le rapport spécifique de la psychanalyse à ces textes ne tient pas seulement à leur contenu, mais à leur finalité, aux raisons des interdits et des restrictions psychiques qu'ils établissent, aux motivations recherchées au-delà de la soumission religieuse à un Dieu. Ainsi, du commandement le plus universel « Tu ne tueras point », que la religion l'édicte au nom d'un Dieu, n'interdit pas à la psychanalyse de s'interroger et de s'inviter à une réflexion sur la nécessité d'un tel énoncé et de ses conséquences sur le psychisme de chacun. Dès lors, la possibilité d'en produire une lecture athée permet d'en déchiffrer autre chose, autrement, la portée universelle et l'actualité. Cette lecture athée des textes va vous faire rencontrer les maranes. Ça se passe en Espagne, à l'époque de l'Inquisition, convertis de force. On les désigne comme nouveaux chrétiens, c'est-à-dire anciens juifs, juifs sans synagogue, accusés de judaïser en secret. Ils ont gardé l'habitude d'allumer la lumière pour Shabbat, volets fermés, ayant tout perdu, la synagogue, les textes. Vous dites qu'ils gardent l'essentiel. Ils ne connaissent plus l'hébreu. L'essentiel, c'est le refus de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est vouloir passer du symbolique à la réalité, vouloir réaliser le symbolique. C'est ce que font les chrétiens dans l'Eucharistie. Les maranes sans synagogue, sans rabbin, vont être les premiers grands rationalistes, comme Spinoza, ceux qui ne sont pas dupes de la double identité, du double discours, le discours manifeste et le discours latent. Dans Les errants de la chair, étude sur l'hystérie masculine, vous faites de Don Juan un marane, puisqu'il est athée et sans nom, et vous démontrez une identité de structure entre l'hystérique, le marane et Don Juan. Vous acceptez d'intervenir sur les sujets de société, dans la radio, dans les journaux. Vous avez pris position contre l'homoparentalité, contre les mères porteuses, dans un ouvrage collectif, Abandon sur ordonnance,
là où Elisabeth Badinter soutient que le droit doit s'incliner devant les faits, les enfants sans statut, le droit doit leur donner un statut, doit entériner les faits. Vous dites qu'au contraire, il faut laisser la place à l'interrogation. Quelles questions, quelles difficultés ça peut engendrer pour le futur sujet, en prenant en compte ce que la psychanalyse prend en compte du point de vue du désir et du fantasme. La question du discours parental qui leur est tenu, quels que soient les recours techniques et scientifiques, la mise en garde de ne pas construire un discours de dénégation de différence des sexes, pour ne pas entériner les illusions du tout est possible, illusions propres à la science. Avec Milner, vous mettez en garde face à la société illimitée du tout est possible, sans aucun contrôle politique, disent les philosophes, sans pensée, disait Hannah Arendt, sans éthique, disent les psychanalyses, comme si c'était évident d'entériner les faits. Vous mettez en garde contre la désymbolisation de masse, d'une part, et les effets globaux sur l'ensemble du système de filiation, d'autre part. Eh bien, merci. Ça fait plaisir d'être lu. Bon. Justement, dans mon dernier bouquin paru, j'avais mis en exergue quelques lignes de Lacan que je vais recycler pour ce soir et qui serviront de fil tout au long de mon exposé. Dans un petit recueil publié au Seuil qui s'appelle « Le triomphe de la religion », Lacan dit « Je suis pour Saint Jean, au commencement était le Verbe. » Et c'est un commencement énigmatique. Cela veut dire ceci. Pour cet être charnel, ce personnage répugnant qui est un homme moyen, le drame ne commence que quand le Verbe est dans le coup, comme dit la religion, la vraie. C'est quand le Verbe s'incarne que ça commence à aller vachement mal. Il n'est plus du tout heureux. Il ne ressemble plus du tout à un chien qui remue la queue, non plus à un brave singe qui se masturbe. Il ne ressemble plus à rien du tout. Il est ravagé par le Verbe. Bon, c'est gai. Hein. Vous allez voir que tout en acceptant une partie de ce qu'il dit là, on peut tout de même s'interroger sur l'origine de ce pessimisme quant à l'effet du Verbe sur la chair. Mais je garde ça pour la fin de l'exposé, si j'arrive à la fin, parce qu'il fait tellement chaud que j'ai peur d'avoir fondu avant d'avoir fini. Quand on parle dans le champ de la psychanalyse des rapports du corps et du langage, quand on s'interroge à cette question énigmatique entre toutes, de nos jours, il est plutôt rare qu'on se souvienne que cette question a été longuement, très longuement et d'une façon tout à fait originale, travaillée par quelqu'un qu'on a longtemps pris dans le milieu analytique comme un clown, à savoir Grodek. Probablement le premier psychanalyste, entre guillemets, à s'être posé la question justement des rapports énigmatiques entre le corps et la parole. Alors, je ne sais pas si vous avez vu un film sur Mitterrand qui était interprété, où le rôle de Mitterrand était interprété par Michel Bouquet. Pas Bousquet, hein, Bouquet. Et Mitterrand demande, dans le film, alors qu'il est manifestement rongé par le cancer, il demande si le jeune journaliste qui l'interroge dans le film, si son interlocuteur sait qui est Grodek.
Et à quoi celui-ci lui répond, ça tient à la formation des écoles de journalistes aujourd'hui, qui pense que c'est un clown, justement. Et il est probable qu'il le confonde avec le clown Grock. Il n'empêche que, vu le statut de Grodek dans l'histoire du mouvement analytique, la question ne manque pas de pertinence de la part de Mitterrand. En plus, je ne jetterai pas spécialement la pierre aux journalistes parce que je sais qu'il y a une grande majorité des psychanalystes qui aujourd'hui ignorent totalement qui est Grodek. Or, s'il y a bien quelqu'un qui, pour le dire autrement, a posé d'emblée les questions qui associent la psychanalyse et la médecine, la psychologie et le soma, entre la pensée et la maladie, de la façon la plus radicale, c'est bien lui, et d'ailleurs Freud le reconnaît, et va lui faire une place, notamment en lui empruntant, je ne vais pas développer ça parce que c'est trop long, mais si ça vient dans la discussion, je ne sais pas, il y a un temps de discussion qui est prévu, si ça vient dans la discussion, on pourra le reprendre. Il va lui emprunter le concept du ça, concept qui est lui-même un concept que Goethe, dit-on, a utilisé en empruntant lui-même à Spinoza dans son fameux poème De la nature, dont Freud dira que c'est ce poème, la lecture de ce poème, qu'il a détourné de cette vocation qu'il croyait être la sienne, vocation juridique, politique, pour le tourner vers la médecine. Bon, j'en dis pas plus sur le plan historique, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que Grodek est celui qui pose que la distinction de l'âme et du corps est uniquement une distinction de mots et pas une distinction d'essence. Que le corps et l'âme sont quelque chose de commun. Qu'il s'y trouve un ça, une force, écoutez bien, par laquelle nous sommes vécus cependant que nous croyons vivre. C'est étonnant comme cette formulation dans les années 20. Cette formulation, elle concerne justement le ça. Et c'est à peu près la même que celle qui est de Lacan, quand il affirme que ce n'est pas l'homme qui fait le symbole, mais le symbole qui fait l'homme, et que du coup, nous sommes parlés plutôt que parlants. Les deux définitions se superposent très, très aisément. Le ça, donc, de Grodek, que Freud va récupérer au passage, en l'identifiant, il faut bien dire, d'une manière un peu abusive à son concept d'inconscient, fonctionne à la fois comme le Dieu de Spinoza, le Dieu au sens de Spinoza, et comme l'appareil de langage de Lacan, dont on commence à savoir un peu mieux aujourd'hui, justement ce qu'il doit lui aussi à Spinoza. Et si un jour l'occasion m'en était donnée, il y aurait à refaire toute cette généalogie, que je ferais avec plaisir si j'en avais le temps, à refaire toute cette généalogie qui remonte à Spinoza, qui est la véritable rupture, à mon sens, à partir de laquelle va pouvoir, de l'aveu même de Freud d'ailleurs, s'édifier la psychanalyse, plus que de Descartes, auquel Lacan a fait le sort, comme vous savez, pour ces questions-là. Bref, les premières définitions de Dieu dans l'éthique de Spinoza, je vous suggère de vous y reporter, et vous verrez qu'elles correspondent littéralement, point par point, aux définitions par Grodek du ça. Alors c'est très étonnant, c'est pas une découverte que j'ai faite, c'est un certain Roger Lewinter qui a trouvé ça, préfacier et traducteur de Grodek, et qui dit: Grodek se forme à Spinoza tel que l'a informé Goethe. Pour Grodek, donc, je vous disais, il suffit, quand on le lit, de remplacer Dieu par langage pour revenir à ce qui fonde le par-l'être. Grodek, pourtant,
n'ira pas jusqu'à trouver la solution du problème qu'il se pose, à supposer d'ailleurs qu'il y ait une solution à ce problème. Mais enfin, il n'était pas loin de ce qui a été pour nous pendant un certain temps une solution, puisque le titre de son dernier ouvrage, inaccessible en français, c'était « L'être humain comme symbole ». Si, comme vous le savez, le symbole désignait à l'origine une pièce coupée en deux, l'homme est la moitié du symbole à partir de sa naissance, et son aspiration essentielle, primordiale, est de recomposer le symbole, de revenir à la totalité dont la brisure l'a rendu symbolique sur le mode nietzschéen de l'éternel retour, ou freudien, de la pulsion de mort. L'homme est en proie, dit Grodeck, à une compulsion qui va en sens contraire de ce que je viens de vous dire, à savoir une compulsion à annuler sa naissance. Une compulsion qui donne à l'opposition d'Éros et Thanatos une dimension qui ne sera plus seulement une dimension dualiste. Puisqu'il y a le conflit Éros et Thanatos, mais en même temps, il y a un travail qui consiste à annuler l'origine du conflit, c'est-à-dire la naissance. Pour Grodeck, il n'y a pas d'antagonisme véritable entre Éros et Thanatos, puisque Éros est la condition de Thanatos, et Thanatos, l'accomplissement d'Éros, conformément au vers justement goethéen, qui inspira fortement Grodeck, meurt et devient. Ce désir d'annuler le jour de sa conception ou le jour de sa naissance, c'est d'abord une pensée. Une pensée que la plupart d'entre nous connaissent ou ont eu à formuler à un moment ou à un autre. Puissé-je n'être pas né ? C'est le fameux Mephunai d'Oedipe, mais c'est aussi une formulation tout à fait proche de ce que pourra dire Job, par exemple, dans le livre de Job. Prendre en compte cette pensée, ça a des conséquences cliniques tout à fait remarquables. Je vais vous en donner un exemple tout à l'heure, mais s'agissant du cancer, je voudrais avant tout m'arrêter quelques secondes sur ce que Grodeck dit du langage. Il a écrit un texte intitulé justement « Du langage ». Ça, dans les milieux analytiques, c'est des choses qu'on sait très peu. L'intérêt de Grodeck pour le langage. On le voit comme une espèce de médecin fou, mais on oublie que justement, c'est un type qui a travaillé avec les mots, avec les étymologies, avec la poésie, avec l'art, etc., qui s'est frotté à tout ça. Et donc il écrit un texte qui s'appelle « Du langage », que vous pouvez trouver dans le recueil qui s'appelle « La maladie, l'art, le symbole », un titre qui d'ailleurs tout un programme. Grodeck, il dit fermement que, citation, « le langage est la condition fondamentale du rapport humain. Mais le langage ne doit pas être entendu dans sa version justement johannique. Saint Jean est stupidement bienheureux du au début était le Verbe et le Verbe s'est fait chair. C'est bien à ça, il va nous falloir ajouter que effectivement ça coûte cher que le Verbe se fasse chair. Parce que le langage, le signifiant, on dirait aujourd'hui, se différencie du verbe en ceci que, à la différence de ce que promeut la religion, le signifiant ne nous veut pas que du bien. D'où la citation de Lacan de tout à l'heure. C'est ce à quoi Grodeck est lui-même sensible. Quand il dit justement dans cet article du langage, après avoir déclaré tous les actes, les pensées et les sentiments, même l'amour et la haine, même Dieu et la nature dépendent du langage. Il ajoute « Je vous demanderai de considérer maintenant le frein qu'exerce le langage sur notre culture,
les liens inextricables par lesquels il garrotte nos pensées et nos actes. C'est d'une fraîcheur tout ça, hein, par les temps qui courent. Lacan, vous vous en souvenez peut-être, disait dans Télévision qu'il ne pouvait pas dire toute la vérité parce que les mots y manquent. C'est à peu près la même idée qu'on va retrouver chez Grodek, quand il dit « L'homme ne peut traduire son être dans les mots. La parole ne le rend nullement capable de dire la vérité. Un pas de plus, et l'on reconnaît que dans la parole se cache déjà la falsification de la vérité. Le langage ment. Il doit mentir. C'est dans l'être du langage d'être inexact, de falsifier. C'est dans l'être de l'homme. » Vous trouverez des phrases à peu près équivalentes quand Lacan s'emploie à parler de la vérité, hein, et du langage comme fondamentalement mensonger, justement. Mais c'est aussi dans l'être de l'homme, et cela d'autant plus qu'il est plus grand, de rectifier cette inexactitude, c'est-à-dire de ne pas s'en tenir à l'inexactitude elle-même, de rectifier cette inexactitude de la parole et de devenir plus véridique. Cela s'applique avant tout à la parole muette, la parole avec soi-même, c'est celle-là qu'il appelle la parole muette. La parole muette, je dirais, moi aujourd'hui, c'est le registre du réel. Là où l'homme rencontre non les mots qui lui manquent du fait du refoulement secondaire, mais le lieu où les mots manquent depuis toujours, de toute éternité. Ce réel, c'est ce qu'invoquait Grodek quand il disait « La réflexion de l'homme qui lui est véritablement propre, la réflexion de l'homme qui lui est véritablement propre n'a pas de mots. Elle est souterraine et inconsciente. Et la lutte de l'énergie formatrice avec cette nature muette constitue la vie intérieure de l'homme. Ce qui est proprement humain ici, c'est l'intérieur muet, qu'on appelle âme ou comme on veut. Cet intérieur muet est celui, dirais-je, d'où s'origine la peinture, la musique, mais aussi toutes les formes d'art, mais aussi, hypothèse, les maladies organiques. C'est ce que Grodek appelle l'énergie formatrice. Ce qu'il appelle l'énergie formatrice, c'est le langage avec lequel nous avons un rapport de lutte. Le langage qui est source de vie, mais qui nous tue et qui nous rend malades, tant que, comme le disait Freud dans sa première lettre à Grodek, nous nous comportons en philosophes à l'inclination moniste, estimant peu toutes les belles différences dans la nature, en regard à l'appât de l'unité. Donc, j'en viens au fragment clinique un peu particulier, qui a été le point de départ de ma réflexion sur ce sujet, l'énigme du corps parlant, depuis maintenant de très nombreuses années. Cette histoire que je vais vous raconter brièvement, il se trouve que j'ai eu à m'en occuper au moment même où je découvrais justement Grodek. Et il se trouve que je venais de lire un texte de Grodek sur le cancer. Un texte d'ailleurs que je n'ai jamais retrouvé. Je vous dirai ensuite de quoi il traitait exactement. Si quelqu'un dans cette noble assemblée peut me le retrouver, je suis preneur. Donc, je suis jeune analyste débutant et une collègue beaucoup plus expérimentée me demande un jour si j'accepterais de tenter une expérience clinique un peu insolite. Son père, très âgé, mais qui n'a jamais été malade de sa vie, vient d'être opéré d'un cancer du côlon. L'opération s'est très bien déroulée, mais de façon inexplicable pour les médecins, des douleurs abdominales intermittentes interdisent qu'il sorte de l'hôpital. Elle est convaincue qu'il s'agit d'une réaction psychique
mais ne sait comment intervenir parce que cet homme, son père, a toujours manifesté un certain mépris pour tout ce qu'il classait dans le registre de l'irrationnel. C'était un ingénieur d'origine russe ayant dû fuir son pays au moment de la Révolution de 1917. Bref, un Russe blanc. Elle imagine un scénario, alors, auquel elle me demande si j'accepte de me prêter, dans lequel j'irai rendre visite à son père, sous prétexte de l'entendre raconter sa vie en Russie. À l'époque, je fricotais dans les milieux révolutionnaires, donc elle s'est dit ça va passer. Donc j'irai rendre visite à son père, sous prétexte de l'entendre raconter sa vie en Russie, et je profiterai de l'occasion pour essayer d'écouter ce qu'il pourrait dire de ses douleurs. Donc, crainte et tremblement, néanmoins, j'y vais. Dès mon entrée dans la chambre, où il est alité, il dit, c'est abusif même de dire il dit, excusez-moi de vous recevoir ainsi comme une vieille femme qui souffre. Je retiens la phrase sans la commenter, puis on devise comme ça pendant plus d'une heure à propos de Lénine, de Trotsky, de la révolution, de ce qu'il a perdu, du judaïsme, de l'antisémitisme russe, etc., quand tout d'un coup il ressent un violent malaise. Je lui demande alors de me décrire précisément ce qu'il éprouve. Et il me répond: c'est un peu comme une femme qui aurait quelque chose dans le ventre, qui voudrait en sortir, mais qui ne saurait pas par quel orifice ce serait possible. Sur quoi je lui réponds: ah oui, comme la vieille femme qui m'a accueilli tout à l'heure. Avant que je puisse entendre ce qu'il aurait à rétorquer, une infirmière entre pour ses soins et me demande d'attendre dans le couloir. Quand je reviens, il est tout sourire et me dit: elle est formidable cette infirmière, elle s'occupe si bien de moi que je ne ressens plus aucune douleur. Alors, c'est cet échange qui, dans des conditions si peu orthodoxes, a permis, j'imagine, la résolution de ce symptôme transitoire et particulier qui est venu en écho à ce texte de Grodek, dans lequel il avance l'hypothèse qu'il se pourrait bien que certains cancers soient des équivalents de grossesse liés aux théories sexuelles infantiles refoulées. Qu'il ait osé formuler cette pensée, qui peut paraître aujourd'hui un peu délirante, me permet, sur la base de cette expérience quand même, et de quelques autres survenus plus tard, d'affirmer que, de toute façon, même si c'était un clown, pour parler de l'énigme du corps parlant, un clown, ça s'y prête vachement bien. Donc, je vais approfondir la question si vous voulez bien. Je pense que, quand j'aurai fini de causer, l'énigme du corps parlant restera pour chacun d'entre nous tout aussi énigmatique, mais j'aurais peut-être réussi à poser les termes de la question. La question pourrait se formuler de la façon suivante. Comment se fait-il qu'il y ait la possibilité, à partir d'un corps, de parler? Que la parole puisse s'inscrire dans le corps, ou que le corps, comme on le dirait plus justement aujourd'hui, que le corps puisse habiter le langage. Habiter, puisqu'il est clair pour tout le monde, je pense, aujourd'hui, que le langage nous précède. C'est pas spécialement à Lacan, d'ailleurs, que l'on doit s'en être aperçu. C'est déjà dans la Bible, par exemple, quand Dieu s'adresse à Jérémie et lui dit que de toute éternité, il le connaissait, qu'il savait qu'il serait prophète, par exemple. Mais, et c'est vrai du point de vue de la psychanalyse, Lacan a donné à cette question du corps en tant qu'il habite le langage une dimension que, au moins dans le champ de ce qu'on appelle plus ou moins à juste titre les sciences humaines, elle n'avait pas. Je dirais même que toute l'œuvre de Lacan
c'est comme ça que ça m'apparaît aujourd'hui, a pour fonction d'essayer de déconstruire un fantasme largement partagé, et je dirais un fantasme politique, qui pourrait s'énoncer sous la forme « le langage n'existe pas ». C'est-à-dire tout ce qu'il a fait, ça a été pour démonter ce fantasme, pour essayer de lui tordre le cou, et de montrer que c'était ça qui s'opposait justement à la prise du réel. Mais bon, c'est un autre débat, on y reviendra peut-être. Il faut dire aussi que Freud lui avait largement préparé le terrain, il s'en est jamais caché, et qu'on a eu tendance, dans une certaine perspective psychanalytique, jusqu'à ce que Lacan prenne la relève, à négliger l'aspect du travail de Freud qui met justement l'accent sur l'effet du langage sur le corps. Mais pas seulement l'effet pathologique, sur lequel, évidemment, je vais revenir, mais simplement sur l'effet ordinaire. Vous trouverez par exemple dans l'introduction à la psychanalyse, au tout début, Freud commence d'emblée en faisant remarquer, à propos des gens qui doutent de l'efficacité d'une thérapie par la parole, d'une cure par la parole, que par ailleurs, ces mêmes gens ne doutent en aucun cas, par exemple, du fait qu'avec des mots, on peut faire rire ou pleurer, on peut pousser quelqu'un au désespoir, l'angoisser, avoir simplement par la parole toutes sortes d'effets. Alors évidemment, à l'imagerie médicale neurologique d'aujourd'hui, quand par des mots vous poussez quelqu'un au désespoir ou vous le poussez à rire, ça doit bien faire des petits trucs qui bougent et qui s'allument et qui avec des couleurs et tout ça. C'est d'ailleurs très très beau. Hein, mais c'est pas parce que ça bouge et que ça fait des couleurs et que zing 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 que la personne se met à rire. C'est bien parce que quelqu'un lui a dit quelque chose qui l'avait fait rire. Et que c'était passé. Alors quand je dis des mots, c'est pas forcément des mots au sens du vocabulaire. Hein, ça peut être une situation, ça peut être une scène de quelque chose. Mais en tout cas, quelque chose de signifiant. Donc Freud dit, mais c'est étonnant que les gens qui admettent ça ont du mal à admettre qu'on puisse faire les choses à l'envers. Et probablement, c'est l'explication de Freud à ce moment-là, cela tient au fait que nous avons conservé, que nous avons gardé un certain rapport archaïque et primitif à ce qu'il appelle la magie du langage, sans qu'on s'en rende compte, et sans que pour autant on tombe dans la pathologie, notamment obsessionnelle, quand on évoque cette particularité du langage, d'être magique. Mais, concernant la question des corps, la conception que nous avons du corps est solidaire des images auxquelles nous avons affaire et qui nous le représentent. Je dirais plus particulièrement que l'image que nous avons aujourd'hui de ce qu'est un corps et du corps en général passe par le fait qu'il y a eu cet événement dans les années 39-45 qui est celui de l'industrialisation de la destruction et de l'anéantissement des corps. L'industrialisation de la mort qui est d'abord industrialisation de leur disparition. Comment faire disparaître les corps, c'est certainement pas un problème inédit. Parce que, évidemment, cette préoccupation-là, n'importe quel assassin l'avait eue depuis la nuit des temps. Seule la dimension industrielle de la chose, étatique de la chose, est totalement inédite. Et nous avons peu ou prou, le sachant ou pas, une vision du corps aujourd'hui qui est solidaire de ce que nous savons avoir été les charniers du XXe siècle, pas seulement évidemment celui que je viens d'évoquer, mais déjà la guerre 14-18, et puis ensuite Pol Pot, le Rwanda, l'Afrique, etc. Et les représentations que nous en avons, nous les retrouvons d'une certaine manière dans la presse ou à la télévision, dans par exemple tout ce qui est glorification du corps plus ou moins anorexique, du corps plus ou moins ressemblant à ces images d'appauvrissement et de torture infligées à des personnes pendant le XXe siècle. Le XXe siècle, donc, ce que je veux dire, c'est que le XXe siècle a considérablement changé la représentation
que nous nous faisons de ce que nous pouvons faire avec un corps. Je dirais que ça a même changé la nature du fantasme dans lequel est pris notre rapport au corps. En ce sens que, au moins jusqu'en 1941, disons, on pouvait dans une certaine mesure se contenter d'imaginer que l'on faisait subir au corps telle ou telle torture ou avanie, telle ou telle atrocité. Mais à partir du nazisme, on ne peut plus l'imaginer, puisque l'on sait que tout ce que l'on a imaginé a été possible et au-delà. Et pour reprendre une expression de Hannah Arendt, on est passé du potentiel, du permis, de la phrase de Dostoïevski, si Dieu est mort, tout est permis, on est passé du tout est permis au tout est possible. Et à partir du moment où tout est possible, c'est le rapport même au fantasme qui s'en trouve changé. Puisque un fantasme dont on sait qu'il a été réalisé ou qu'il est réalisable, et même qu'il a été dans sa réalisation au-delà de ce que l'on avait été capable d'imaginer, n'est plus tout à fait un fantasme au sens où on entendait, où on l'entendait avant qu'un tel événement se soit produit. Voilà, ça c'est le cadre général à l'intérieur duquel on va pouvoir parler du corps. En tirant les choses par un autre bout, et qui évidemment est articulé à cela, Lacan en vient à dire dans un texte qui s'appelle Joyce le symptôme, puisque l'homme a un corps, et il évoquait là, je pense, les charniers concentrationnaires, puisque l'homme a un corps, c'est par le corps qu'on l'a. C'est l'envers de l'habeas corpus. Puisque l'homme a un corps, c'est par le corps qu'on l'a. Et il arrive à cette déduction du fait que, dit-il, seuls les déportés, les exilés, participent à l'histoire, avec un grand H. D'une certaine façon, nous sommes tous des exilés, même si on n'est pas tous des déportés. Pour les autres, c'est-à-dire pour presque tout le monde, le corps fait symptôme. Ou mieux encore, le corps est symptôme. Et c'est évidemment dans ce registre, moins sociologique et plus analytique, que je vais insister particulièrement. Le symptôme, et c'est toujours Lacan qui parle, le symptôme est événement de corps lié à ce que l'on l'a. Il ajoute même à ce que l'on l'a de l'air, l'on l'a l'air de l'on l'a. Ça chante à l'occasion, dit-il. Et justement, il n'a pas tort parce que le chant est probablement le moyen qui, si on y réfléchit un peu, nous donne de la façon la plus sensible le moyen, puisque cela commence avec la lalation du bébé, le moyen de pressentir, de sentir par quoi le corps se noue au langage. C'est évidemment ça le problème. Alors il ne faut donc pas seulement du langage, et pas seulement du corps, mais c'est quelque chose d'intermédiaire qui serait la musique, ou la lalation, qui nous donnerait une idée, ne serait-ce que par l'intériorisation du rythme, de ce qui se passe quand le corps se mêle au langage. Ça nous en donne une idée, juste, un pressenti, mais ça ne nous en donne pas plus que ça. Le symptôme, c'est un autre moyen d'aborder la même question. Et en ce sens, je dirais que le symptôme, c'est un événement. En tant qu'il est l'événement, je reviens à la première citation de Lacan, en tant qu'il est l'événement de l'incarnation du signifiant, non pas dans le corps en général, car c'est ce que je voudrais essentiellement apporter ce soir, c'est que le corps, ça en dit beaucoup plus que ce qu'on est capable de soutenir. Donc l'incarnation du signifiant, non pas dans le corps en général, mais dans un bout du corps. La découpe du corps, c'est, de façon, disons, politique,
ce que Foucault appelait le pouvoir disciplinaire. Le pouvoir disciplinaire, avec toutes les dimensions qu'il a données à ce concept. Mais on peut dire aussi, et cela n'entame en rien la pertinence du travail de Foucault, que si on sait depuis très longtemps, en tous les cas dans notre société, qu'au début était le verbe, et que le verbe s'est fait chair, il nous faut remarquer que le dit verbe ne fait pas, en s'incarnant, un du corps. Il aurait plutôt tendance à s'incarner par la découpe, justement. Le signifiant ne devient un du corps qu'à force de se faire un, oui, mais dans le symptôme, dans le un du symptôme. C'est ce qui fait que, par exemple, le signifiant s'incarne dans des bouts de corps, qu'on appelle des organes, mais qui ne tiennent le coup que parce qu'il y a du signifiant. Qu'on ait, verbe avoir, qu'on ait un corps ne signifie pas qu'on ait, verbe être, un corps. Impossible de dire, et que cela ait en même temps du sens évidemment, je suis ce corps. Et pourtant, et Dieu sait qu'il lui en a fallu du temps à Lacan pour parvenir à cette idée, le corps et ce qu'il appelle le grand autre, c'est tout un. Le grand autre, qu'il appelle aussi, comme vous savez, le trésor des signifiants, le lieu des signifiants, il en vient à dire, à la fin du séminaire, justement, qui s'appelle « Encore », qu'au fond, c'est la même chose. Le corps et le grand autre, c'est tout un. Et de fait, on s'en aperçoit dans la pratique analytique. Il n'y a de signifiant que de ce qui, dans la langue, provient du corps. Sinon, on est dans le registre de l'Almanach Vermeau. Le Kevoy, cette question à partir de laquelle le sujet se constitue dans la réponse à la demande de l'autre, ou au désir de l'autre. Le Kevoy, que veux-tu? Cette question que dans la thématique lacanienne, on attribue à l'autre avec un grand A. Du fait de ce que je viens de vous dire, il est loisible d'en conclure que cette question, il la reçoit, le sujet, d'abord de son corps. La question « que me veux-tu » la question inconsciente, la question de l'inconscient, c'est d'abord une question qu'il adresse, avec toutes les nuances que j'ai apportées jusqu'à présent, à tout ou partie de son corps. Ou que tout ou partie de son corps lui adresse. Et je dis bien, j'insiste sur le fait que c'est une partie. Et quand je dis une partie, je pense très précisément, évidemment, à une partie qui ne cesse pas, pour lui, de faire énigme. Que me veut-il ce corps quand, par exemple, il se manifeste à tort et à travers dans l'érection, aussi bien du côté du pénis du petit garçon que du clitoris, dans l'excitation sexuelle. Il a fallu aussi du temps pour s'apercevoir que cette excitation qui permet au sujet de rencontrer le fait qu'il a un corps, mais qu'il n'est pas un corps, il a fallu du temps pour qu'on puisse commencer à la formaliser. Par exemple, dans le fameux cas que tout le monde connaît ici, le petit Hans, il peut être certain, c'est une façon de dire que ça ne l'est pas évidemment, que la phobie du petit Hans, ce soit moins la question de savoir ce qu'il en est du désir de son père, que la question de savoir ce qu'il en est de son propre désir, à travers l'angoisse que suscite en lui l'érection de son membre viril. Ce qui faisait dire d'ailleurs à Lacan, à un autre propos, que de toute façon, il n'y a que de l'hétérosexualité. Puisque pour le sujet, cette partie, ce membre de son corps, de toute façon, elle est hétéro, elle lui est étrangère. Alors, je cite Lacan comme ça parce que on est plus ou moins entre nous. Mais enfin, évidemment, c'est pas lui qui a découvert tout ça, c'est lui qui l'a inventé. Et grosso modo, c'est des choses
que certains avaient bien compris depuis un certain temps. Prenons un type qui a comme ça une certaine importance dans l'histoire de la psychanalyse. Léonard de Vinci. Eh bien, figurez-vous qu'il s'était déjà avisé de la chose. Et si vous avez en votre possession les carnets de Léonard de Vinci, reportez-vous au chapitre qu'il appelle la Verge. Et vous y lirez ceci. Celle-ci, la Verge, a des rapports avec l'intelligence humaine. Et parfois, elle possède une intelligence en propre. On voit qu'il allait déjà beaucoup plus loin que bien des sexologues d'aujourd'hui. Il avait compris que ce n'était pas que de la mécanique et de la plomberie. Il poursuit. En dépit de la volonté qui désire la stimuler, elle s'obstine et agit à sa guise, se mouvant parfois sans l'autorisation de l'homme, ou même à son insu, soit qu'il dorme, soit à l'état de veille, et elle ne suit que son impulsion. Voilà un organe qui, tout en étant lié à l'intelligence, ne suit que son impulsion. Souvent, l'homme dort et elle veille. Et il arrive que l'homme soit réveillé et elle dort. Maintes fois, l'homme veut se servir d'elle qui s'y refuse. Maintes fois, elle le voudrait et l'homme le lui interdit. Il semble que cet être a souvent une vie et une intelligence distinctes de celle de l'homme, et que ce dernier a tort d'avoir honte de lui donner un nom ou de l'exhiber en cherchant constamment à couvrir et à dissimuler ce qu'il devrait orner et exposer avec pompe comme un officiant. Donc voilà ce qu'il disait déjà Léonard de Vinci, qui témoigne qu'effectivement, si vous imaginez ou si vous vous rappelez ce que vous pouviez éprouver autour de 3, 4, 5 ans, cette problématique peut être source d'angoisse, et même jusqu'à un certain point, la source première de la plupart des névroses et, en tout cas, de bien des phobies. Que le corps soit le lieu des signifiants se reconnaît, à mon sens, déjà au fait de toutes ces expressions que l'on emploie sans y penser et sans faire attention, qui en témoignent, et qui jouent un rôle tout à fait capital dans la psychanalyse, dans une psychanalyse. Dès lors qu'on y prête attention, dès lors qu'on suggère à l'analysant d'y prêter attention, et tout d'abord, par exemple, on pourrait commencer par cette expression « accouche », qui noue le corps naissant à la parole. Et puis tous ces vocables équivoques dont l'analyste se doit d'être prévenu, ne serait-ce que par exemple pour être capable de déchiffrer le rébut des rêves. Ainsi, par exemple, un rêve dans lequel figure un balcon peut-il faire penser à l'expression « il y a du monde au balcon ». Le prénom Fanny à l'expression « baiser Fanny ». Ou encore la bête peut être une allusion à la bête à deux dos. Régulièrement, tout le monde aura constaté qu'il y a un peu cette pratique, il est fait référence au corps. Toutes les expressions que vous connaissez sans doute, qui utilisent telle ou telle partie du corps, comme par exemple crever la bouche ouverte, être à bouche que veux-tu avec quelqu'un, se casser le cul, avoir le cerveau fêlé, avoir une cervelle de Piaf, comme dirait l'autre là, Mélenchon. Je pourrais poursuivre cela pendant des heures, il y a des dictionnaires qui font très bien la même chose. Mais toutes ces locutions, je me pose la question de savoir si elles ne nous mettent pas sur cette voie, à savoir qu'il n'y a de l'autre que pour autant qu'il y a un corps. Or, avec un corps, à part ce qu'en ont fait les nazis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de se le représenter à la fois consciemment et inconsciemment, sans d'ailleurs que cette double représentation s'avère définitivement discordante. Toujours est-il que sa représentation a donné à l'homme l'occasion de son premier art, de son premier artisanat, de sa première industrie. La représentation du corps a amené l'homme, dès l'origine, à la poterie. Notre corps est une poterie dans la représentation que nous en avons, et ceci depuis la plus haute antiquité, qui nous en a laissé de nombreux témoignages en tout lieu. Mais on ne peut l'appréhender que dans l'image du corps d'un autre, et même de tous les autres qu'on rencontre. Notre corps est une organisation, un habillage signifiant autour d'un vide central, comme une poterie. Si vous y pensez quelques secondes,
mais j'y reviendrai peut-être, c'est bien cela les poteries. C'est une organisation humaine signifiante qui vient cerner un trou. Le plein de notre corps est là comme une nasse ouverte, et une poterie, c'est une nasse, d'une certaine manière, ouverte ou fermée en ses orifices, ou en son orifice par l'objet de la pulsion. C'est ce qu'avait déjà compris Maïmonide quand il se référait à cette prière juive quotidienne que cite Delphine Renard, qui vient de publier un formidable livre qui s'appelle Psychanalyse et judaïsme, les discours de Lacan, les 4 discours de Lacan, qui fait référence donc à cette prière que prononce l'homme ou la femme chaque fois qu'il sort des toilettes. L'homme pieux, évidemment. Après être sorti des toilettes, dit Maïmonide, l'homme dira la bénédiction. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi du monde, qui a créé l'homme avec sagesse et a créé en lui des trous, des organes creux. Il est clair devant ton trône de gloire que si l'un de ces orifices se fermait ou se déchirait, il ne serait pas possible de vivre un seul instant. Béni sois-tu, Éternel, qui guérit toute chair et agit par des merveilles. C'est pas magnifique, ça ? Déjà, le corps se définit par les trous, et exclusivement par les trous, par les orifices. Nous avons une vague idée de la chose, puisque c'est à partir de ça que nous définissons les perversions. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on n'arrive pas à en inventer des nouvelles, des perversions, puisqu'on est obligé de les limiter aux trous dans le corps. Alors, je vais vous reparler de la poterie dans un instant, mais je vais faire un petit détour clinique sur un thème que j'aime beaucoup, pour vous parler de Hélène Keller, telle qu'elle est racontée dans un film que vous pouvez vous procurer, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, qui s'appelle Miracle en Alabama. C'est un film tout à fait important, et quelle que soit la fonction qu'on a dans le champ psy. C'est une histoire qui est propre à nous faire toucher du doigt en quoi la question du corps parlant, c'est-à-dire la question du comment ce nous, corps et signifiant, est véritablement ce qui pourrait nous donner quelques lueurs sur ce que c'est que le réel. J'ai reçu très récemment le témoignage d'un patient qui a raté de très peu d'être psychotique, qu'il existe bien un moment et un moyen propre à chacun pour tenter ce nouage. Moment et moyen refoulé en tant qu'inouïe jouissance, dont on va retrouver la trace et la répétition dans la jouissance acceptée ou refusée lors de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Parce que c'est bien souvent l'échec dans ce domaine, tient moins à la question de savoir si la méthode a été globale ou syllabaire, mais plus à la question de savoir ce que le sujet enfant, ou le sujet dans l'enfant, a accepté ou supporté de la jouissance à laquelle il était confronté pendant cet apprentissage. En fait, ce moment, c'est pas pour rien que je le désigne comme un moment de jouissance, parce que c'est un moment de création. Et je vais vous en donner un indice avant de revenir à Hélène Keller, un moment de création comme on peut le lire dans la façon qu'a Proust, c'est pour vous rendre hommage, de raconter l'histoire dite de la petite Madeleine. Tout le monde connaît cette histoire ou croit la connaître. C'est un texte qui est souvent cité pour parler de la conception dite proustienne de la mémoire. Mais je voudrais juste et rapidement vous rappeler ceci, que dans l'esprit de Proust, dans son travail, l'histoire de la petite Madeleine n'est pas une théorie de la mémoire, c'est une théorie de la création. Dans Du côté de chez Swann, ce passage commence par « Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi, quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord, et je ne sais pourquoi me ravisais. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petite Madeleine,
qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée de miettes de gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment. Elle ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifie-t-elle? Où l'appréhender? Alors là, il boit une seconde gorgée, il ne retrouve pas exactement la même jouissance, il en boit une troisième et se pose évidemment toutes sortes de questions, et voilà comment ça se termine. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. Il y a éveillé, mais ne la connaît pas et ne peut que répéter indéfiniment, avec de moins en moins de force, ce même témoignage que je ne sais pas interpréter, et que je veux au moins pouvoir lui redemander et retrouver intact à ma disposition tout à l'heure pour un éclaircissement décisif. Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C'est à lui de trouver la vérité. Mais comment? Grave incertitude toutes les fois que l'esprit se sent dépassé par lui-même. Quand lui, le chercheur, est tout ensemble le pays obscur où il doit chercher, et où tout son bagage ne lui sera de rien. Et c'est le point sur lequel je voulais insister. Chercher, dit Proust, pas seulement. Créer. Il est en face de quelque chose qui n'est pas encore, et que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans sa lumière. Je dirais que de façon presque prémonitoire, ça pourrait être une définition d'un certain parcours analytique. Et maintenant, donc, il s'agit de créer. C'est un texte qui a l'air de rien, mais ça nous parle du rapport entre la jouissance et la création, entre le vide et le plein, la tasse de thé qui se vide et la bouche qui se remplit. Mais c'est un texte qui renvoie peut-être à l'insu même de Proust, à l'origine même de la création. À ce moment où le signifiant entre dans le corps. Ici, par exemple, dans la bouche d'un asthmatique. Si vous réécoutez ce texte, ou si vous le relisez un peu plus tard, vous allez voir que ce qu'il a d'extraordinaire, c'est que, justement, il raconte le processus de l'incorporation du signifiant et de la jouissance qui accompagne, de la jouissance énigmatique qui accompagne ce moment d'incorporation. Et comme par hasard, ça passe par la bouche, justement. Et comme par hasard, j'insiste sur ce point, c'est un asthmatique. Mais alors, quel est le signifiant qui entre? Dans un exposé que j'ai eu l'occasion de faire dans une association dont certaines personnes sont présentes, j'avais fait remarquer que les fameuses petites madeleines, Proust les écrit bizarrement, et j'ai pu vérifier dans toutes les éditions, et même dans le manuscrit qui est à la Bibliothèque nationale, il les écrit P majuscule, M majuscule. Or, c'est un nom commun, petite madeleine. La preuve d'ailleurs, c'est que tout de suite après, il écrit les madeleines avec une minuscule. Et il ne vous aura pas échappé que P majuscule, M majuscule sont les initiales de Proust-Marcel. Et donc le signifiant qu'il fait entrer, qu'il incorpore, à ce moment-là, avec une jouissance en perte de jouissance, puisque c'est un coup, et puis après c'est terminé. Ce moment-là, c'est l'incorporation de ce que je dirais très rapidement là pour ce soir, l'incorporation du nom du Père. Alors j'en reviens à la petite Keller. J'ajoute que en plus c'est pas complètement arbitraire ce que je dis là.
parce qu'à l'appui de ce que j'avance, il y a aussi le fait que Adrien Proust, le père donc de Marcel Proust, qui était un médecin, fondateur de l'hygiénisme en France, qui a écrit un des principaux traités d'hygiène, commence par une quarantaine de pages, son traité d'hygiène, il le commence par une quarantaine de pages d'anthropologie de son époque, donc du 19e siècle, et qui commence par le récit de la découverte, dont il fait grand état, de la grotte de la Madeleine, qui est la première découverte de la création artistique humaine, sur les parois des clés. Et il reproduit dans son traité la grotte, enfin un dessin très schématique comme ça, de la grotte de la Madeleine, où vient se conjoindre effectivement que quand Proust écrit ça, peut-être n'en sait-il, comme on dit consciemment, rien du tout, mais pour parler de la création, c'est quand même à ça qu'il fait allusion, et vous savez que la grotte de la Madeleine, c'est celle qui va permettre plus tard la découverte des grottes de Lascaux. Alors je reviens à la petite Keller. En m'appuyant sur ceci, que Proust dit bien que la sensation n'est pas hors de lui, qu'elle est en lui. Il suffit de le prendre au pied de la lettre. Voyons ça avec l'histoire d'Hélène Keller. C'est une histoire qui nous fait assister à un accident. Ça se passe au XIXe siècle, aux États-Unis. On assiste à un accident de la nature, à savoir l'histoire d'une petite fille dans une famille de grands bourgeois américains, de gentlemen farmers. Il apparaît une petite fille sourde, muette et aveugle. Pour la justesse de ce que je vais vous dire, elle n'a pas toujours été aveugle. Et voilà que je me plante. En fait, non. Elle n'a pas toujours été muette. Elle a toujours été aveugle. Mais enfin, vous voyez bien pourquoi je choisis ce cas. Car qui mieux qu'un sujet sourd, muet et aveugle, si un jour il se mettait à accéder au langage, pourrait nous faire entendre quelque chose de ce qu'il y a de non lié à la perception dans le rapport du sujet au langage. C'est un cas qui nous permettrait d'aborder la question du nouage du corps et du langage autrement qu'en passant par la question de l'imitation ou de l'éducation. Parce que imiter, elle ne peut pas. Et éduquer, elle ne peut quasiment pas, et elle ne l'est quasiment pas. Sa famille fait alors venir une jeune fille, qui a elle-même été une handicapée grave, comme gouvernante pour s'occuper d'Hélène. Et il se trouve que cette Miss Sullivan a un sacré caractère. Et quand elle accepte cette mission qui lui est confiée par l'homme qui lui a sauvé à elle la vie et qui l'a sauvée de son handicap, elle a une idée assez bien établie de ce que doit être son rôle. Et son rôle, dans un premier temps, sera de séparer cet enfant hors la loi, pas seulement hors perception, mais hors la loi, de ses parents qui la considèrent un peu comme une Victor, comme une enfant sauvage, inéducable, puisque sans perception. Il la laisse, par exemple, au moment des repas, tourner autour de la table en s'accrochant au dossier des chaises, piquant dans un plat, tapant du pied à un autre moment, poussant des cris, sans que personne ne lui dise jamais rien de vraiment cadrant, puisqu'il leur semble avéré et définitif, surtout, que de toute façon, elle est hors de toute loi humaine. La première chose que va faire la Miss Sullivan en question, et vous verrez que ce n'est pas sans conséquence pour la pensée, sera de ramener cette petite dans le cadre de la loi humanisante en lui imposant de ne pas manger avec ses doigts, mais avec des couverts, de s'asseoir pour manger et de ne pas donner des coups quand elle n'est pas contente. Et cela sera un véritable dressage d'une certaine manière. Chaque fois que Miss Sullivan a obtenu un moment de répit dans l'agitation sauvage d'Hélène, elle en profitera pour essayer de lui transmettre le langage. Dans un premier temps, par l'apprentissage de signaux, par quelque chose qui pourrait s'entendre comme un conditionnement pavlovien, si vous voulez, ou, plus près de nous, cognitivo-comportementaliste. Elle lui tape sur la main à petits coups, à l'aide d'un code. Par exemple, le mot « cake ». Et ensuite, elle lui en donne un morceau, comme elle ferait avec un rat dans un laboratoire. Mais justement, Hélène lui fait comprendre
qu'elle n'est pas un rat. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'Hélène ne fait jamais le lien entre le tapotage, là, et le gâteau qu'elle reçoit. Ou alors, c'est à la manière, justement, d'un chien pavlovisé, parce qu'elle a faim, et qu'elle établit un lien magique entre le dressage et la récompense, mais toujours pas de lien entre le mot cake et le gâteau, et l'objet gâteau. Et puis, adviendra ce moment quasi mythique, impossible, en tout cas, pour chacun d'entre nous à dater, ce moment où on acquiert la certitude qu'un enfant sait parler, même s'il n'utilise pas les sons qui sont à sa disposition et qu'il emprunte nécessairement à l'autre. On est tous des plagiaires. Ce moment, avec Hélène Keller, il nous est donné comme celui où, pour la première fois, dans ce contexte auquel la soumet Miss Sullivan, Hélène fera le lien non pas entre cake, C-A-K-E, tapoté sur la main, mais entre le mot water et l'eau de la fontaine. Un peu comme si chacun d'entre nous avait un mot-clé par lequel il pouvait entrer dans le langage un mot et pas un autre. D'ailleurs, on peut se poser la question pour toutes sortes de choses. Par exemple, on peut interroger la différence entre les psychanalystes lacaniens ou les psychanalystes freudiens en leur demandant, par exemple, par quel texte de Lacan ou de Freud ils sont entrés dans la psychanalyse. Vous verrez, c'est une enquête à faire. Très intéressant, très révélateur. Sauf qu'évidemment, il y a beaucoup de menteurs. Mais... Et c'est une question qu'on peut évidemment se poser à soi-même, parce que justement, ce n'est pas indifférent même de savoir par quel texte littéraire on est rentré dans la littérature. Hélène entre dans le langage par le mot « water ». Ça n'est évidemment pas n'importe quel mot. Et en voyant le film, j'en étais ému aux larmes, comme la plupart des spectateurs. Peut-être aussi du fait de l'homophonie avec mon nom. Mais surtout, j'étais ému de pouvoir, dans ce cas, toucher du doigt, je dis bien ce que je veux dire dans ce cas, toucher du doigt ce que c'est que la rencontre d'un sujet avec l'ordre du langage. La prise dans le langage, c'est-à-dire comment le sujet va se mettre à habiter le langage, la porte d'entrée. Hélène, qui jusque-là se tenait à la porte du langage, à partir de là, elle va savoir parler. Elle va même devenir écrivain, je le dis pour ceux que ça intéresse. 7 langues. Hein? Et elle va parler 7 langues. Hélène, donc, saura parler. Pourquoi? Comment ça s'est passé? Parce qu'elle a dit non. Elle a dit non à l'eau. Pas au téléphone, hein, à l'eau. Elle a dit non à l'eau dans un moment de lutte, celui dont je vous parlais tout à l'heure à propos de la lutte avec le langage, dans un moment de lutte où Miss Sullivan veut lui imposer de remettre dans une poterie, voilà la fameuse poterie dont je vous ai parlé tout à l'heure, de remettre dans une poterie de l'eau qu'elle a renversée. C'est-à-dire qu'elle, elle suit sur son petit bonhomme de chemin, il faut lui apprendre les règles de la vie en société. T'as renversé de l'eau, tu vas remettre l'eau dans la poterie. Bon. Toujours obsédé là par la loi. Et Hélène, à ce moment-là, d'une manière un peu butée, obstinée, elle dit non. Elle le dit à sa manière, c'est-à-dire assez violemment. Françoise Dolto, qui s'est intéressée à cette histoire, suggère qu'à ce moment, Hélène s'identifie à la jarre. Une poterie donc. Et signifie par sa colère et son nom qu'elle ne veut pas qu'on lui mette dedans des notions qui sont celles des autres. Compte tenu justement de ce que je vous ai dit de l'identité du corps et de la poterie, l'interprétation de Dolto me paraît absolument pertinente. Mais il y a plus, je crois. Il y a un premier accès au symbole. L'eau, water, est un symbole
qui lui sert de clé pour accéder à l'univers symbolique. Voilà, c'est le point important pour moi. Ça lui sert de clé, c'est un symbole, l'eau, à ce moment-là. Alors, tout le problème va être de savoir de quoi. Il y a un premier accès au symbole. Et c'est là qu'on touche à ce que Lacan a pu appeler le matérialisme, en quoi réside la prise de l'inconscient. La psychanalyse n'est pas matérialiste, elle est matérialiste. Qu'est-ce que cela veut dire ? Sinon que l'enfant rencontre à un moment donné un morceau de langage. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé de morceaux de corps. Eh bien, les morceaux de corps, ils rencontrent des morceaux de langage qui, en fonction de ses premières expériences corporelles à l'enfant, vont venir dire, des morceaux de langage qui vont venir dire les premières expériences corporelles en nommant la réalité sensuelle, la réalité sexuelle. C'est-à-dire les premiers émois, les premières jouissances, les premiers plaisirs. Pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'érection, par exemple. En ce sens, ce qui est significatif dans la rencontre d'Hélène avec l'eau, et qui crée une telle émotion chez le spectateur, c'est que l'eau, qui était destinée à revenir dans la jarre, s'étend sur ses mains, sur sa figure, sur tout son corps, dans un moment qui est un moment de négation, mais qui est aussi pour elle un moment totalement jubilatoire, intense, et je dirais même sensuellement intense. C'est au moment donc où la poterie, où la jarre, se présente à elle comme un évident symbole sexuel, comme l'image même de ce que Freud appelait, repris par Lacan, das Ding, la chose, qui est l'origine du monde, comme dans le célèbre tableau qui porte ce nom. Donc c'est au moment où elle rencontre, où ça se présente à elle, ce das Ding, sous la forme de cette jarre qui se vide de son eau sur son corps, au moment où elle rencontre quelque chose qui est le plus extime au cœur de l'intime, au moment où elle décide par son refus de ne pas la remplir, de lui laisser cette place de vide, qui est au cœur de la création humaine, en témoigne l'histoire de la poterie en tant que premier art humain, c'est à ce moment de retrouvailles que surgira pour elle cette dimension de sensualité perdue, qui vient s'articuler au signifiant water. Et j'insiste beaucoup sur la dimension de la sensualité. Signifiant qui n'est pas n'importe lequel. Puisque, je vous le rappelle, Hélène n'avait pas toujours été aussi handicapée, et il semblerait que l'un des premiers mots qu'elle ait pu prononcer avant de perdre la parole, eh bien justement, c'était water. Ainsi donc, il y a aussi un effet de retrouvaille. Mot donc perdu et ici retrouvé, qu'elle disait avant de tomber gravement malade, avec un plaisir inouï. Cette eau qui ruisselle sur son corps, je n'hésiterai pas à dire que c'est sa mère. Ce sont les eaux de la naissance. C'est cette eau qui fait partie de l'échange symbolique entre les mains et qui peut s'avérer si importante dans les jeux qu'on propose notamment aux enfants gravement déficients et tout particulièrement aux enfants psychotiques. Ce à quoi nous assistons là est très proche, à mon sens, de ce que nous pouvons entendre parfois avec la même émotion dans une séance d'analyse quand se produit un effet signifié à l'émergence d'un signifiant en position de représenter le sujet. Le signifiant est quelque chose qui, comme vous venez de l'entendre, s'incarne dans le corps. Ici donc, cela s'incarne dans l'eau archaïque. Et quand je dis ça s'incarne dans le corps, je veux dire que ça peut être sur la surface du corps, comme dans le cas d'Hélène, ou à l'intérieur du corps, comme dans le cas de Proust. C'est-à-dire qu'il y a différentes façons de prendre contact avec le corps, et évidemment, ce n'est pas sans conséquence, que ça glisse sur le corps ou qu'au contraire ça rentre à l'intérieur. Ici, cela s'incarne dans l'eau archaïque, et à mon avis, c'est pas par hasard, puisque, par exemple, quand Lacan veut nous expliquer ce que c'est qu'un signifiant, voilà comment il s'exprime. J'ai très bien vu, dit-il, de tout petits enfants, ne serait-ce que les miens,
Le fait qu'un enfant dise « peut-être »,« pas encore », avant qu'il soit capable de vraiment construire une phrase, prouve qu'il y a en lui quelque chose, une passoire qui se traverse, par où l'eau du langage se trouve laisser quelque chose au passage, quelques détritus avec lesquels il va jouer, avec lesquels il faudra bien qu'il se débrouille. Par où l'eau du langage se trouve laisser quelque chose au passage, quelques détritus avec lesquels il va jouer, avec lesquels il faudra bien qu'il se débrouille. C'est cela que lui laisse toute cette activité non réfléchie. Des débris auxquels, sur le tard, puisqu'il est prématuré, s'ajouteront les problèmes de ce qui va l'effrayer. Et je terminerai là-dessus. Grâce à quoi il va faire la connaissance, pour ainsi dire, de cette réalité sexuelle et de cette réalité du langage. Est-ce que ce n'est pas précisément ce à quoi nous expose Hélène Keller au déferlement sur elle de l'eau du langage, qui l'a fait sortir de la maison du dressage dans laquelle elle s'était jusque-là maintenue sous la férule pharaonique de Miss Sullivan. Je reviens donc rapidement sur la question de la poterie. Juste pour préciser un peu et vous dire que le potier, justement, puisque j'employais le mot pharaonique, le potier, dans la religion des anciens Égyptiens, mais pas seulement, c'était le créateur du monde. Il se faisait le créateur du monde. Pourquoi ? Vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, les toutes premières traces qu'on ait trouvées de l'industrie humaine étaient justement des fragments de poterie. Le premier signifiant, dit Lacan dans le séminaire L'éthique de la psychanalyse, ce ne sont pas les objets de la chasse, qui ne sont que des instruments façonnés, ou qui ne le seront que plus tard. La première industrie signifiante, c'est-à-dire celle qui répond à autre chose qu'à la seule satisfaction du besoin immédiat, du besoin primitif de se nourrir par exemple, ou même du besoin primitif de satisfaire la pulsion meurtrière, la première manifestation signifiante, c'est la poterie. Là où on trouve de la poterie, on est sûr qu'il y avait des hommes, aussi loin qu'on remonte dans l'histoire. Or, le vase, dont les kabbalistes ont fait un grand usage, est ce qui, par l'acte de libation, est tourné vers le haut pour recevoir et appuyé sur la terre pour s'élever. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à la symbolique du vase, en dehors de celle que je viens de vous évoquer à propos de Keller, mais elle est extrêmement polysémique. Le vase du potier, qu'est-ce que c'est ? Au sens de la métaphore que je suis en train de filer là, c'est-à-dire au sens de cette question du rapport entre ce réel primordial et la combinatoire des lettres et des mots qui participent à la création, le vase du potier, c'est une excellente image pour qu'on se représente ce que cela signifie que de créer le vide, avec pour perspective de le remplir avec, par exemple, l'eau du langage. Voilà.